Bienvenue dans cette vidéo qui parle de la colonisation. La colonisation est l'administration d'un territoire par un État étranger. La première vague de colonisation a commencé à partir des premières grandes découvertes, ce qui aboutit à des empires américains, britanniques, espagnols et portugais. En Amérique, les colonies deviennent indépendantes en 1776 avec la déclaration d'indépendance et deviennent des colonies latines au XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, une deuxième vague de colonisation a lieu. Les Européens conquièrent en Amérique et en Asie. De 1860 à 1914, il y a une phase d'expansion coloniale, ce qui entraîne des constitutions d'empires coloniaux, constitués de colonies et d'une métropole. Les États font donc preuve d'impérialisme, qui est le fait pour un État de vouloir étendre sa domination sur d'autres. De 1914 à 1945, il y a un apogée colonial. Les empires sont au plus grand de leur expansion. C'est durant cette période que l'on observe l'essor des premières revendications. À la fin du XIXe siècle, le monde est aux couleurs de l'Europe. Jusqu'en 1870, les Européens sont peu présents en Afrique. Ils possèdent des établissements de commerce sur les littoraux, qui sont des comptoirs, mais ils ont seulement que deux colonies. L'Afrique du Sud du côté britannique et l'Algérie, qui est française depuis 1830. Après 1870, les conquêtes se multiplient. Les puissances européennes vont se livrer à une compétition pour conquérir le plus de territoire possible. En 1914, tout le continent africain est colonisé, sauf le Liberia et l'Éthiopie. Les Européens justifient leur conquête par le fait qu'ils réalisent une œuvre humanitaire et de civilisation car ils apportent aux colonies le savoir ou la médecine à des peuples jugés inférieurs et de couleur. Ils apportent également la paix et l'ordre. Ils se justifient aussi économiquement car ils cherchent à tirer les matières premières pour leur industrie, mais aussi à mettre en valeur le territoire des colonies par des routes ou des chemins de fer. Les Européens développent donc un discours colonialiste qui est une doctrine politique qui vise à justifier la colonisation en présentant que les bienfaits. La majorité des Européens est favorable à la colonisation, cela est dû à la propagande, à l'instruction scolaire, au discours politique et par une grande exposition à la porte de Vincennes en 1931. Durant la conférence de Berlin en 1884 et 1885, 13 puissances européennes se sont rassemblées pour fixer un cadre à la colonisation de l'Afrique et non pour diviser le continent. Ces derniers mettent en avant les mobiles de la civilisation pour pouvoir sur ce continent augmenter le commerce, le libre-échange et aussi supprimer la traite des Noirs et l'esclavage. Cette conférence permet donc aux pays de se mettre d'accord sur les règles de bonne conduite. En France, la colonisation s'accélère avec l'arrivée au pouvoir des républicains. Après la défaite de 1870 et son humiliation nationale, les républicains se lancent dans une grande campagne de décolonisation pour redonner au pays leur statut de grande puissance, et cela se déroule notamment sous Jules Ferry. À la fin du XIXe siècle, les débats sont commencés à la Chambre des députés. Il y a deux partis, un parti pour la colonisation et un parti contre la colonisation. Pour la colonisation, nous retrouvons Jules Ferry, des républicains de différents partis politiques, des savants ou des géographes, mais aussi des militaires qui forment un groupe de pression qui essaye d'influencer la politique française au nom de la mission civilisatrice. Ils sont appelés le Parti colonial. Il y a aussi un parti contre la colonisation. Ce sont des républicains de différents partis politiques qui critiquent l'argument de la civilisation et d'autres qui ont peur que la colonisation détourne la France de la priorité qui doit être la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. Les raisons des conquêtes coloniales sont multiples. Par exemple, il y a la hausse du nationalisme en Europe au XIXe siècle qui entraîne une augmentation de l'impérialisme, qui augmente le prestige et la puissance. C'est la raison essentielle de la colonisation. Il y a aussi une motivation économique et sociale pour assurer l'approvisionnement régulier en matières premières. Les colonies sont des réserves. Il y a une volonté de contrôler les lieux de production pour fournir de nouvelles débouchés aux produits industriels. Les colonies sont des marchés réservés. On cherche aussi à trouver une solution à la croissance démographique européenne qui est entrée dans la transition démographique. Il y a également une motivation humanitaire ou morale qui sont le plus souvent mises en avant. Les Européens sont persuadés d'apporter la civilisation et le progrès aux races jugées inférieures ou attardées. C'est le fardeau de l'homme blanc d'apporter la civilisation, les progrès aux peuples de couleur. Il y a surtout une volonté de lutter contre l'esclavage et la traite des nègres. Jules Ferry déclare que les Européens ont le droit de coloniser car ils ont le devoir de civiliser. L'Empire britannique mesure environ 35 millions de kilomètres carrés. Il détient 500 millions d'habitants, c'est le plus vaste et le plus riche. Il s'étend en Asie avec l'Empire des Indes, en Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud à l'Égypte, et aussi en Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria. L'Empire français est le second empire colonial, avec 12 millions de kilomètres carrés et 60 millions d'habitants. Il s'étend en Afrique du Nord avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, en Afrique occidentale française,
AOF, du Sénégal au Tchad, en Afrique équatoriale française, AEF, mais aussi en Asie avec l'Indochine. Au fur et à mesure que l'expansion se poursuit, les territoires offerts à la convoitise des Européens se raréfient et les tensions coloniales grandissent. L'Afrique est un continent convoité et apparaît comme menacé. Ainsi, en 1898, à Fashoda, les deux principaux impérialistes se rencontrent. Il s'agit de la France et de l'Angleterre, ceux-ci cherchant à s'étendre. La France s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge sous le commandement du commandant Marchand, et la Grande-Bretagne s'étend de la mer Méditerranée à Le Cap sous le commandement du commandant Kitchener. La France a posé en premier le drapeau, mais la Grande-Bretagne a planté le sien quelques jours après. Il y a aussi des tensions entre l'Allemagne et la France en 1905 et 1911 au Maroc. Le pouvoir de l'empire colonial français s'exprime selon plusieurs dominations. Il y a tout d'abord la domination politique. En effet, une fois conquis, les territoires colonisés sont gérés dans l'empire français dans le cadre d'un système d'administration directe. C'est-à-dire que l'administration se fait directement par un gouverneur nommé par la métropole et par des fonctionnaires coloniaux. Les colonies dépendent du ministère des colonies de la métropole. La Tunisie et le Maroc sont des protectorats, c'est-à-dire qu'ils conservent leur chef, mais qu'ils renoncent à une partie de leur souveraineté au profit de la France. Dans ce cas, l'administration est indirecte. L'Algérie est une colonie à part, divisée en 3 départements français. Elle est la continuité du territoire métropolitain par-delà la Méditerranée. Dans l'Empire français, l'objectif annoncé est l'assimilation. C'est une politique qui tend à donner aux indigènes la même langue, le même genre de vie, la même culture que ceux des citoyens français. Dans les faits, seule une minorité d'indigènes formant l'élite coloniale bénéficie de certains droits. L'immense majorité reste dans un rapport de domination. Les populations colonisées sont régies par le Code de l'indigénat. C'est un ensemble de règles et de lois qui organisent le contrôle des indigènes, qui ont des droits inférieurs à ceux des colons, et ils n'ont pas de droits politiques. La deuxième domination est la domination économique, aussi appelée exploitation économique. En effet, les colons et les grandes entreprises se sont appropriés les terres pour exploiter les ressources. C'est l'expropriation. Les habitants ont un travail forcé de 12 à 15 jours durant lesquels ils travaillent pour la colonie. C'est une forme d'impôt. Les métropoles exportent vers les colonies des produits manufacturés et en importent des matières premières. Elles ne sont pas transformées sur place pour ne pas faire concurrence aux produits de la métropole, par exemple avec l'huile d'arachide, le sucre raffiné, les tissus de coton ou des machines. C'est l'économie extravertie ou l'économie de traite. La troisième domination est la domination sociale et culturelle. Dans les colonies, la société est inégalitaire. Le colon domine l'indigène et il est privilégié par son mode de vie, son statut de citoyen. Et la société est également raciste. L'appartenance raciale détermine le statut. Les colons sont peu nombreux. Ce sont des fonctionnaires, des soldats, des hommes d'affaires. Ils sont peu nombreux sauf en Algérie, qui est la seule colonie de peuplement. La colonisation s'est traduite par la construction de voies de communication, routes, ports, chemins de fer, mais aussi par la construction d'écoles et de bibliothèques, ce qui amène donc une augmentation de la scolarisation des indigènes et l'émergence d'une élite indigène acculturée. L'acculturation est un processus par lequel un individu adopte une culture étrangère, avec la langue, le mode de vie ou la religion. La construction de dispensaires et des campagnes massives de vaccination amène une situation médicale améliorée pour les indigènes avec l'éradication des épidémies. La colonisation s'est accompagnée de violences et de travail forcé. La construction d'une voie de chemin de fer en AEF du Congo jusqu'à l'océan a causé la mort de 20 000 indigènes. La majorité des indigènes n'a pas accès à la scolarisation. Seulement 6% de la population y a accès. Les infrastructures de transport n'ont pas pour objectif le développement économique des colonies, mais la satisfaction des besoins de la métropole. La propagande colonialiste exalte la Grande France. Indifférents à la colonisation à la fin du XIXe siècle, les Français adhèrent très majoritairement à la colonisation dans l'entre-deux-guerres, grâce à la propagande colonialiste qui est diffusée par la presse, qui dénonce le maintien de la traite ouvrière et qui montre la légitimité de la colonisation. Ceci se traduit aussi par les programmes scolaires et l'organisation de manifestations officielles pour célébrer l'Empire. Tout l'Empire rejoint la métropole pour des expositions comme par exemple la commémoration du centenaire de la colonisation de l'Algérie en 1930. L'exposition coloniale de Paris en 1931 se tient au moment de l'apogée de l'Empire français. Cette exposition, qui se tient à la porte de Vincennes, connaît un grand succès avec 31 millions de tickets vendus pour 8 millions de visiteurs. Cette exposition constitue un véritable zoo humain dans lequel les visiteurs posent un regard hautain sur les villageois indigènes exposés.
L'exposition promet le tour du monde en un jour et met en scène la diversité et la richesse de l'Empire. Véritable parc d'attractions coloniales, l'exposition se compose de pavillons de toutes les colonies avec des danses traditionnelles ou des dégustations de produits. Il y a aussi un zoo humain avec des villages indigènes. Les Français, majoritairement persuadés du bien fondé de la colonisation, connaissent mal les colonies et leur population. Ils en ont une représentation caricaturale et stéréotypée, qui se limite en grande partie à des préjugés racistes. Cette vision est véhiculée notamment par la publicité qui présente les Noirs comme niais, s'exprimant mal et qui parlent le petit nègre. En réaction, des contestations naissent. En effet, les anticolonialistes européens dénoncent l'exploitation, les mauvais traitements, les discriminations et la misère des colonisés. L'anticolonialisme européen est cependant minoritaire. Ce sont des intellectuels, des journalistes ou des artistes. Par exemple, Albert Londres écrit Congo-Océan pour dénoncer les ravages de la construction du chemin de fer. Il y a aussi Louis Aragon qui écrit Il pleut sur l'exposition coloniale. Il y a également des communistes qui en 1931 créent le PCF, le Parti communiste français, et organisent une lutte contre l'exposition coloniale. La Première Guerre mondiale et la crise de 1930 a un impact sur la colonisation. En effet, durant la guerre, les colonisés sont majoritairement mobilisés et beaucoup sont morts par milliers sur les fronts européens. En 1918, dans son programme de paix, les 14 points, le président Wilson proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La SDN confie aux vainqueurs, la France et le Royaume-Uni, les colonies allemandes et ottomanes, avec le statut de mandat, c'est-à-dire avec l'objectif de les mener à l'indépendance. Le Liban l'atteindra en 1943 et la Syrie en 1946. La crise de 1929 et la dépression qui a suivi ont renforcé l'exploitation économique des colonies par les métropoles qui voyaient en elles le moyen d'assurer leur autarcie économique et d'atténuer l'impact de la crise. Dans les colonies naissent des contestations. En effet, après les guerres de conquête, la pacification n'est jamais complète. Il y a par exemple une rébellion de la République du Rifle contre les Français dans les années 1920. Au-delà des révoltes ponctuelles, on constate une montée des revendications. Les colonies réclament plus de droits, une égalité des droits avec les colons, une autonomie et une indépendance. Cela entraîne une multiplication des journaux clandestins dans les colonies et la création de partis politiques, qui sont de type occidentaux et créés dans les colonies par des membres des élites indigènes qui les dirigent. Cette élite indigène, qui est occidentalisée, a souvent fait ses études en métropole et défend son identité nationale et culturelle au nom des principes de la liberté, de l'égalité et de la démocratie puisés dans le modèle européen.